Cette vidéo a été créée par des étudiants en ergothérapie dans le cadre du cours Neurosciences 2. Cette animation est un travail étudiant n'étant pas constitué de conseils médicaux ni professionnels. La déficience intellectuelle, présentée par Virginie Pellerin, Camille Petit-Papéro et Véronique Veilleux. Thomas est un petit garçon de 3 ans qui a de la difficulté à entrer en contact avec les autres. Il a également un retard au niveau de son développement moteur, ainsi que dans toutes les sphères de son développement. Ses parents l'emmènent pour se faire évaluer et il en ressort un diagnostic de retard global de développement. Mais qu'est-ce qu'un retard de développement? Le retard global de développement est diagnostiqué chez les enfants de 7 ans et moins. On reste dans un diagnostic très large, étant donné qu'il est difficile à cet âge d'évaluer correctement les capacités intellectuelles de l'enfant. L'enfant doit accuser un retard dans toutes les sphères de son développement. On parle alors d'un profil homogène. Thomas a vieilli et il est maintenant âgé de 7 ans. Il est donc réévalué afin de déterminer si son diagnostic de retard global de développement évolue en déficience intellectuelle ou bien s'il a rattrapé son retard. Malheureusement, Thomas n'a pas les capacités attendues pour son âge et on lui pose un diagnostic de déficience intellectuelle. Mais comment a-t-on fait pour définir que Thomas est atteint de déficience intellectuelle? C'est-à-dire, quels sont les critères diagnostiques pour ce trouble? Premièrement, il faut savoir que les critères sont un peu plus flous et larges que pour d'autres maladies. Thomas est un bon exemple puisqu'il remplit tous les critères. D'abord, ses capacités intellectuelles et fonctionnelles ont été diagnostiquées tôt dans son développement. Le diagnostic a été posé après l'âge de 7 ans. Ses incapacités ne sont pas acquises, par exemple ne sont pas dues à un AVC, et ses capacités intellectuelles sont stables, intermittentes ou se détériorent. Aussi, il s'agit d'une condition à long terme, et c'est très souvent accompagné de comorbidités. Par exemple, Thomas est également atteint de TDAH, ce qui est très commun chez les enfants atteints de DI. L'observation des comportements en classe peut également aider à définir le diagnostic. De plus, le déficit des fonctions intellectuelles est confirmé par une évaluation clinique avec des tests standardisés. Mais c'est alors que les parents de Thomas se sont demandé quels seront les impacts de cette maladie sur son quotidien. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 4 grandes catégories de déficience intellectuelle: légère, modérée, sévère et profonde. Il y a également la catégorie non spécifique. Le diagnostic de déficience intellectuelle non spécifique est posé chez les enfants de plus de 7 ans qui ne peuvent pas participer à des tests standardisés d'évaluation de leur capacité intellectuelle en raison de limitations physiques ou de problèmes graves de comportement. Exemple, problèmes sévères d'audition, cécité ou incapacité motrice, ce qui n'est pas le cas de notre petit Thomas. Un enfant atteint de déficience intellectuelle légère évolue à un rythme d'apprentissage d'environ aux 2 tiers à 3 quarts d'un enfant sans DI. Le développement est légèrement ralenti et les difficultés à l'école ne sont pas légères. Il est capable de faire les apprentissages, mais il a déjà un cheminement particulier. Pour ce qui est de la modérée, l'enfant apprend à un rythme d'apprentissage d'environ la moitié de l'enfant sans DI. Il fait des progrès lents au niveau de la lecture et des autres apprentissages à l'école. Il a de la difficulté dans les situations sociales et éprouve de la difficulté au niveau des soins personnels. La déficience sévère vient limiter la réussite scolaire, les habiletés sociales. Les soins personnels sont compromis et l'enfant nécessite de l'aide pour les réaliser. L'enfant atteint de déficience profonde a besoin de soins complets dans toutes les sphères de l'occupation et ils peuvent avoir besoin de soins fournis par une institution spécialisée. Pour ce qui est de Thomas, il a déjà un cheminement particulier à l'école, mais fonctionne tout de même à l'école régulière. Il est immature pour son âge, mais réussit à entrer un peu en relation avec les autres. Il est atteint de déficience intellectuelle légère. La famille demanda donc au médecin quelles étaient les causes possibles de la déficience intellectuelle de Thomas. Les causes de la déficience intellectuelle sont nombreuses et peuvent se séparer selon les facteurs biologiques, culturels, sociaux et comportementaux. Par exemple, pour les facteurs biologiques, on retrouve les maladies génétiques qui correspondent au tiers des déficiences intellectuelles. On retrouve également la prématurité et la malnutrition. Au niveau culturel, le peu de stimulation de l'enfant par les parents ainsi que les diagnostics tardifs peuvent causer la déficience intellectuelle. Les services spécialisés inadéquats font aussi partie des facteurs culturels. En ce qui concerne les facteurs sociaux, il y a entre autres la violence familiale, la pauvreté, le manque d'accès aux soins et l'incompétence du tuteur de l'enfant. Finalement, au niveau comportemental, on retrouve l'abus d'alcool et de drogue, l'abandon, ainsi que la négligence des parents envers l'enfant. 50% des enfants atteints du syndrome d'alcoolisme fœtal auront une déficience mentale. Notons que tout dépendant des facteurs, les causes de la déficience intellectuelle peuvent survenir soit à la période prénatale, périnatale ou même postnatale. De plus, comme les causes sont multiples et ne sont pas toutes connues, il peut être difficile de les identifier et c'est le cas de notre petit Thomas. En effet, le tiers des causes de la déficience mentale ne sont pas connues. Mais que se passe-t-il dans le cerveau du petit Thomas?
Le médecin explique aux parents de Thomas que plusieurs troubles du système nerveux central sont à l'origine de la déficience intellectuelle et que la majorité de ces troubles ne présentent pas d'anomalies visibles au niveau du cerveau. En effet, des malformations du système nerveux central sont observables chez seulement 10 à 15 des individus ayant reçu le diagnostic de DI. Les malformations observables sont majoritairement situées au niveau des structures corticales du cerveau, telles que le lobe temporal médian et l'hippocampe. Les principales malformations qui sont à l'origine d'un diagnostic de déficience intellectuelle sont les anomalies du tube neural, l'hydranencephalie et la microcéphalie. Les anomalies du tube neural sont des malformations qui ont lieu durant le développement du fœtus. Le tube neural ne se ferme pas complètement, ce qui met à nu le cerveau ou la moelle épinière, comme c'est d'ailleurs le cas pour la spina bifida. Pour sa part, l'hydranencephalie est une condition congénitale et neurologique rare qui fait en sorte que les hémisphères du cerveau sont absents à différents degrés et sont remplacés par des sacs remplis de liquide céphalorachidien. L'hydranencephalie résulte d'un développement anormal du système nerveux du fœtus durant les premiers stades de son développement dans l'utérus. La microcéphalie est une anomalie rare de la croissance de la boîte crânienne qui se caractérise par un diamètre de la tête inférieur à la normale. Cette condition peut résulter du fait que le cerveau ne s'est pas développé adéquatement durant la grossesse ou a arrêté de croître après la grossesse. Il est important de mentionner que plusieurs anomalies congénitales à l'origine de la déficience intellectuelle s'accompagnent de malformations qui ne sont pas seulement d'ordre neurologique, mais qui touchent les différents systèmes de l'individu. En effet, on estime que 5 des patients atteints de DI présentent une ou plusieurs atteintes au niveau des systèmes. Mais quelles seront les difficultés de Thomas dans son quotidien? La déficience intellectuelle peut avoir différents impacts sur la vie des personnes atteintes et ces impacts dépendent grandement du degré de sévérité de la déficience intellectuelle de la personne. Pour une DI légère, ce qui est le cas de Thomas, l'écart se creuse dès l'enfance car l'enfant a de la difficulté dans les apprentissages académiques. À l'âge adulte, il est difficile pour la personne de comprendre les pensées abstraites. On retrouve également de l'immaturité dans ses relations sociales. Pour une DI modérée, on observe un retard dès la petite enfance. L'enfant a les capacités d'apprendre à lire, à écrire et de comprendre la notion du temps, mais le temps requis pour le faire est plus long. Une personne atteinte de DI modéré peut avoir besoin d'aide dans ses décisions concernant ses relations sociales, mais elle a les capacités pour entretenir une relation amoureuse. Pour une déficience intellectuelle sévère, il n'est pas possible pour la personne de développer le langage écrit ainsi que de comprendre la notion du temps, de quantité, d'argent. Les relations sociales sont particulièrement concentrées sur la famille et les personnes proches. Les expressions sont simples concernant le langage verbal et il fait surtout référence à des noms de personnes ou d'objets. Les parents de Thomas se demandent s'il existe des traitements pour la déficience intellectuelle. Le médecin leur fait part qu'il est important de considérer que la capacité intellectuelle d'un individu est généralement stable dans le temps. Il n'existe donc pas de traitement spécifique pour la déficience intellectuelle. Cependant, il est important de souligner que la DI s'accompagne bien souvent de comorbidités, qui, elles, peuvent être traitées. Par exemple, 25 des individus atteints de déficience intellectuelle présentent des troubles psychiatriques tels que la dépression, les troubles d'anxiété, les troubles de comportement, l'hyperactivité, l'épilepsie et la démence. Plusieurs de ces troubles psychiatriques peuvent être traités de manière efficace à l'aide d'une médication appropriée. Mais encore, certains troubles génétiques mènent au diagnostic de déficience intellectuelle. Ces derniers peuvent s'accompagner de problèmes de santé physique qui doivent être pris en considération par l'ergothérapeute durant l'intervention. Par exemple, un individu atteint de la trisomie 21 possède souvent des malformations cardiaques congénitales, des troubles de l'audition, des troubles de la vue, comme des cataractes, des troubles thyroïdiens ou le cancer. C'est alors que le médecin de Thomas le réfère en ergothérapie. L'intervention vise à l'habilitation plutôt qu'à la réhabilitation, soit restaurer la fonction. L'intervention vise aussi le développement de l'autonomie, l'intégration ainsi que la participation sociale de l'individu. L'ergothérapeute commence par une stimulation précoce de l'enfant entre 0 et 6 ans, chez lequel une DI est soupçonnée. Rappelons que le diagnostic est seulement posé à l'âge de 7 ans. Par la suite, l'intégration sensorielle est travaillée en plaçant l'enfant dans des activités qui lui procurent des stimulations sensorielles variées au niveau tactile, visuel, proprioceptif, vestibulaire et auditif. L'enfant sera ensuite amené à entraîner ses habiletés sociales par de l'enseignement des conventions sociales. La pratique répétée et le feedback sont des méthodes utilisées. L'utilisation de technologies est ensuite utilisée afin de structurer l'environnement et de diminuer les demandes de la tâche. Il est aussi important de faire une analyse du comportement afin de vérifier s'il y a présence d'un trouble grave de comportement. Merci! Nous comprenons mieux maintenant les impacts de la DI sur le développement de Thomas. Created using Powtoon.